Prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Mansour. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Soubir Ketani. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Et nous allons continuer ce soir avec cet ouvrage de Amar al-Khos, Choc des civilisations pour un ascenseur, Piazza Vittorio. Donc, comme je vous le disais, ce roman, édité par les éditions Barzac en 2008, reprenait la traduction en français qui avait paru aux éditions françaises Actes Sud. Et c'est un ouvrage qui avait été traduit de l'arabe, puisque la première version en arabe, nous l'avions connue grâce aux éditions algériennes L'Irtilaf. Et désormais, Amar al-Khos est connu, il en est à son 4e ou son 5e roman, et il écrit maintenant directement en italien, puisqu'il habite depuis le milieu des années 90 en Italie. C'est un jeune journaliste algérien qui s'est révélé avec cet ouvrage que je vous propose donc depuis hier. Je vous avais lu La vérité selon Parviz Mansour Samadi. Nous avions appris donc que, quelque part, Piazza Vittorio, à Rome, un homme s'était fait assassiner et que un autre, qui s'appelle Amadeo et qui est décrit par Parviz, un ange, un ami absolument adorable, était soupçonné de ce meurtre. La question à laquelle nous ne pouvions pas répondre encore, c'est à qui pouvait bien parler Parviz, à qui pouvait-il bien raconter ce qu'il racontait, c'est-à-dire ses déboires en tant que plongeur dans un restaurant à Rome, ses déboires avec la police, puisqu'il demandait un statut de réfugié politique, ses déboires avec la mairie de Rome, puisqu'il adore les pigeons et qu'il leur donnait à manger un peu n'importe quoi, si bien que ils ont fini par trouver un deal avec la mairie. Et nous avions fini là-dessus. Je reprends cette dernière phrase. Je n'ai pas bien compris le sens de cet accord. Entre parenthèses, cet accord avait été fait par son ami Amédéo avec la mairie. Mais l'important est de ne plus avoir d'ennui avec la police et de pouvoir me procurer la nourriture des pigeons sans dépenser un sou. Mais laissons tomber le mauvais traitement que je reçois de la police. Parlons de la concierge, Benedetta, qui n'arrête pas de faire ses petites manigances pour me contrarier. Je lui ai dit, une fois où j'avais perdu patience, « C'est une honte qu'une femme de ton âge dise Guaglio !» Mais elle a continué à le dire sans vergogne. Les agressions de cette maudite bonne femme sont sans queue ni tête. Un jour, elle m'a demandé d'un ton arrogant. « Vous mangez les chiens et les chats en Albanie ?» J'ai gardé mon sang-froid et lui ai répondu. « Tu connais Omar Khayyam ? Tu connais Saadi ? Tu connais Hafiz ? Nous ne sommes pas des sauvages qui mangent des chiens et des chats. Et qu'est-ce que j'ai à voir avec l'Albanie ? J'ai été habitué depuis l'enfance à respecter les anciens, alors je l'ai laissé en disant « Merci, madame. » Mais revenons à Amadeo. Ce n'est pas lui l'assassin. Il n'a rien à voir avec ce crime. Amédéo n'est pas souillé du sang du gladiateur. Je suis triste de son absence. Je ne sais pas ce qui a pu lui arriver exactement, mais je suis sûre d'une chose. À partir d'aujourd'hui, personne ne prêtera attention à moi quand je pleurerai et boirai sur Piazza Santa Maria Maggiore. Qui m'enlèvera des mains la bouteille de Chianti ? Je pense sérieusement à m'en aller. Si Amédéo ne revient pas dans les prochains jours, je quitterai Rome.
et ne reviendrai plus. Chers messieurs, Rome sans Amédéo ne vaut rien. C'est comme un plat iranien sans épices. Prête-moi ta plume. Voilà, nous savons au moins qu'il s'adresse à plusieurs personnes. Mais qui sont-elles? Deuxième paragraphe, il s'appelle « Hurlement ». Alors vous verrez que chaque paragraphe raconté par un narrateur particulier est coupé de certains passages qui s'appellent « Hurlement » et qui sont numérotés. Donc celui-ci s'appelle « Hurlement 1 ». Prête-moi ta plume. Mercredi 5 mars, 22h45. Ce matin, Monsieur Benardi, le propriétaire du restaurant Capri de Piazza Navona, où travaille Parviz comme aide-cuisinier, m'a appelé. Il dit que Parviz ne fait pas ce qu'on lui demande, parce qu'il ne parle pas italien. Il ne fait pas la différence entre une poêle et une casserole, entre une courgette et une carotte, entre le basilic et le persil. Après une longue plainte, il a proposé à Parviz de choisir entre s'en aller et passer à la plonge. Parviz a opté pour la seconde possibilité. Mardi 19 mars, 23h49. Monsieur Benardi m'a recontacté pour me dire qu'il était désolé de devoir licencier Parviz parce que ses lèvres ne quittent pas la bouteille de vin pendant le travail. Il l'a rappelé à l'ordre plusieurs fois, sans aucun résultat. Pauvre Parviz. Il est convaincu que ces licenciements en répétition sont dus à son dégoût pour la pizza, et non à son mauvais italien et au fait qu'il boive en travaillant. Maintenant, le problème est que Parviz se retrouve sans travail. Alors sa tristesse augmente et il boit 2 fois plus. Demain, en rentrant à la maison, je passerai par Piazza Santa Maria Maggiore et je le trouverai comme toujours, à côté de la fontaine en train de pleurer et de boire. Il faut un repas iranien pour le faire sortir de cette mélancolie. Je dois rappeler à Stéphania d'inviter quelques amis pour le dîner de demain. Comme ça, Parviz pourra préparer ses plats préférés. Vous avez donc compris, à partir de la vérité selon Parviz et de la façon dont il nous avait parlé d'Amédéo, que ces hurlements sont donc une espèce de journal intime d'Amédéo lui-même. Continuons. Samedi 24 juin, 23h57. J'ai grossi. On dirait que Parviz a raison quand il dit « Toi, tu es un toxicomane d'un genre très particulier. Ta drogue, c'est la pizza. » Je n'ai pris conscience de mon avidité pour la pizza que récemment. C'est sûr que la pizza est mon plat préféré. Je ne peux pas m'en passer. À présent, tous les symptômes de la dépendance sont évidents. La pizza s'est mêlée à mon sang et me voici devenu un alcoolique de la pizza au lieu du vin. Bientôt, je me fondrai dans la pâte et je deviendrai pizza à mon tour. Jeudi 3 novembre, 22h15. Parviz n'a pas tort quand il dit que tout le monde a un lieu où il se sent en paix. Il suffit de le voir en cuisine. Il est comme un roi en son royaume, parce qu'il retrouve calme et tranquillité en quelques secondes. J'ai l'impression de voir Shahrayar, le sultan des 1001 nuits, serein et heureux, après avoir écouté un conte de Shahrazad. Les toilettes sont le seul endroit qui nous assure la pure tranquillité et la douce solitude. Ce n'est pas un hasard si chez nous, on les appelle la chambre du repos.
Moi, je trouve ma tranquillité dans ces petits cabinets. C'est mon nid, et cette cuvette blanche où je m'assois pour faire mes besoins est mon trône. Samedi 3 juillet, 23h04. J'ai tenté plusieurs fois de convaincre Parviz d'apprendre les secrets de la cuisine italienne, mais il a refusé. Ce sujet soulève de nombreuses questions qui dépassent le domaine gastronomique. Je crois que Parviz redoute d'oublier la cuisine iranienne s'il apprend l'italienne. C'est la seule explication à son dégoût pour la pizza en particulier et les pâtes en général. Comme dit le proverbe arabe, on ne peut avoir deux épées dans le même fourreau. Parviz est persuadé de l'impossibilité de les faire cohabiter pacifiquement. Pour lui, la cuisine iranienne, avec ses épices et ses parfums, est tout ce qui reste de sa mémoire. C'est même la mémoire, la nostalgie et le parfum des siens tout ensemble. Cette cuisine est le fil qui le relie à Shiraz, qui n'a jamais quitté. Il est bizarre, Parviz. Il ne vit pas à Rome, mais à Shiraz. Alors, pourquoi on l'oblige à apprendre l'italien et à cuisiner à l'italienne? Les gens parlent italien à Shiraz? On y mange des pizzas, des spaghettis, fettuccine, lasagne, ravioli, tortellini, aubergines à la parmigiana à Shiraz? Oh! Vendredi 14 avril, 23h36. Aujourd'hui, j'ai pleuré. Je n'en croyais pas mes yeux. Les larmes coulaient sans que je m'en aperçoive. Je ne m'attendais pas à trouver Parviz dans un tel état. L'assistante sociale n'est pas entrée dans les détails au téléphone. Elle m'a seulement dit « Parviz va mal. Venez avant qu'il ne soit trop tard. » Je me suis dit que peut-être il avait bu plus que d'ordinaire. J'ai couru jusqu'au centre d'accueil pour réfugiés. Je me suis frayé un passage entre les policiers et les infirmiers. Quand je l'ai vu, avec la bouche cousue, j'ai ressenti un véritable séisme dans chaque partie de mon corps. Je n'étais plus capable de parler. Je lui ai pris la main et je l'ai serré, très fort, dans mes bras. Oh mon Dieu, d'où vient tant de chagrin? Qu'est-ce que le silence? Est-ce utile de parler? Existe-t-il d'autres façons de dire la vérité sans remuer les lèvres? Ils ont dit à Parviz que l'histoire qu'il a racontée sur sa fuite de l'Iran est une invention, que c'est une histoire qui n'a rien à voir avec la politique, qui concerne davantage la cuisine. Ils lui ont dit « Ton dossier a été rejeté ». Ils n'ont pas cru qu'il avait fui Shiraz après que les gardiens de la Révolution eurent découvert des tracts anti-gouvernement des moudjahidines du peuple dans son restaurant. C'est vrai que Parviz n'est pas un militant politique et n'a aucune relation avec les partis, mais sa vie était en danger. Il a fui dans une nuit désespérée sans même embrasser ses petits et sa femme. Il n'a pas eu le temps de dire adieu à sa Shiraz. Je demande à haute voix ce taudis dont émane une puanteur à vous couper le souffle. Qui détient la vérité? Ou plutôt, qu'est-ce que la vérité? La vérité se dit-elle avec des mots? Parviz a dit sa vérité avec la bouche cousue, et son silence a parlé. Aujourd'hui,
Ma haine de la vérité a grandi avec ma passion pour le hurlement. Je hurlerai le reste de la nuit depuis ce trou étroit, et je sais que personne ne l'entendra, mon hurlement. Je confierai à ce petit magnétophone mon hurlement incessant, puis je me consolerai en l'écoutant. Ouh! Lundi 5 août, 22h49. La paix est conclue entre Parviz et la police. Le différend à propos des pigeons de Piazza Santa Maria Maggiore n'en finissait plus. Ça n'était pas simple de le convaincre de ne plus donner à manger à ses pigeons. Parviz adore les pigeons, parce qu'il est persuadé qu'un jour, un pigeon se posera sur son épaule pour lui apporter une lettre de sa femme et de ses enfants. Il attend encore le message promis, surtout depuis qu'il a entendu l'histoire du miracle survenu à Santa Maria Maggiore en l'an 356, quand il neigea au mois d'août. En attendant, la mairie a décidé de limiter le nombre de pigeons sur les grandes places de Rome, sous prétexte qu'il y en a trop, qu'ils chient sur les habitants et surtout sur les touristes. Ainsi, elle a décidé d'interdire qu'on leur donne à manger sur les places publiques. Elle est même allée plus loin, en introduisant dans la nourriture pour pigeons, distribuée gratuitement, des substances chimiques qui les rendent stériles. J'ai proposé au commissaire Bettarini de confier à Parviz la tâche de donner à manger aux pigeons en se servant des graines fournies par la mairie. Et après une longue hésitation, la police a accepté. Je n'ai pas eu de mal à convaincre Parviz. Et bien sûr, je ne lui ai pas révélé la nature de cet aliment. Parfois, mieux vaut ignorer la vérité. Par exemple, je suis d'accord avec les médecins qui cachent à leurs patients la véritable nature de leur maladie. Quelle stupidité pousse un médecin à dire à un patient « Vous mourrez dans 2 mois ». Salopard, mais laisse-le vivre encore 2 mois en lui épargnant au moins le fardeau de connaître l'heure de sa fin. La vérité est-elle un remède qui soigne nos maux ou un poison qui nous tue à petit feu? Je chercherai la réponse dans le hurlement. Samedi, 25 février, 23h07. Je n'ai pas réussi à convaincre Parviz que Johan van Marten n'est pas un espion, mais un étudiant hollandais en cinéma, qui rêve de rendre sa gloire au néoréalisme en faisant renaître par exemple De Sica ou Rossellini. Johan, ou le blond comme l'appellent les habitants de l'immeuble, essaye de rassembler des informations sur la vie de Parviz, de la concierge Benedetta, de Sandro, d'Antonio Marini, d'Elisabetta Fabiani, d'Iqbal, de Bangladeshi et de tous les autres. Johan rêve de réaliser un film en noir et blanc, Piazza Vittorio, et de raconter leurs histoires. Il m'a demandé avec une grande insistance de l'aider à convaincre Parviz, Benedetta, Iqbal, Maria Cristina et les autres habitants de participer au film. Il dit que Parviz est un acteur talentueux, qu'il a de remarquables dons,
Il suffit de le voir pleurer de façon spontanée et donner à manger aux pigeons à côté de la fontaine de Santa Maria Maggiore pour découvrir ses nombreux points communs avec le grand Anthony Quinn. Il a proposé de lui donner un nom digne d'une star montante du cinéma, Parvi Bravo, au lieu de Parviz Mansour Samadi. Troisième Pata Esposito. Je suis napolitaine. Je le dis. Moi, je suis une fan de... C'est qu'on est en Italie. On décore les incapables et on méprise les gens compétents. Regardez ce qui est arrivé à ce pauvre Giulio Andreotti. Après avoir servi l'État pendant des décennies, il a été accusé d'appartenir à la mafia. Maro, aiutaci tu, Sainte Marie, aide-nous. Pire, ils l'ont accusé d'avoir embrassé Rina sur la bouche. Ceschiorno. Quelle honte! Quel scandale! Qui peut croire à ce mensonge? Pauvre diable d'Andreotti est un vrai catholique. Il ne rate jamais une messe. C'est un vrai monsieur. Et comme le dit Toto, on est monsieur, on ne le devient pas. Moi, je suis prête à déclarer à voix haute au tribunal de Palerme. Andreotti n'a baisé qu'une seule main, celle du Saint-Père. Il est devenu bossu à force de travail. Moi aussi, j'ai des problèmes de dos à cause du travail pénible. Et j'ai des douleurs au tendon qui ne me laissent pas de répit. J'en peux plus de supporter ces tâches ménagères. Mais j'ai pas le choix, vu que ma retraite ne me suffit même pas à acheter les médicaments. Le malheur vient du fait qu'ils ont détruit la démocratie chrétienne après avoir assassiné Aldo Moro. Autrefois, je votais toujours pour la DC. Mais maintenant, il y a une telle confusion. Je ne sais plus pour qui voter. Mon fils Gennaro m'a conseillé de voter pour Forza Italia. Il dit qu'il a entendu Berlusconi à la télévision jurer sur la tête de ses enfants qu'il ferait de nous des richards comme lui. Qu'est-ce que vous dites? Monsieur Amadeo est un étranger? J'y crois pas qu'il n'est pas italien. J'ai pas encore perdu la tête. Je suis en mesure de faire la différence entre les Italiens et les étrangers. Prenez par exemple l'étudiant blond. Il n'y a pas de doute. Il est suédois. Il suffit de le regarder et de l'écouter pour se rendre compte qu'il est étranger. Avec cette façon bizarre de parler. Il fait trop d'erreurs stupides. Comme quand il répète « Moi, je ne suis pas gentile ». Comment peut-on dire « Magnani » Je lui ai dit plusieurs fois qu'Anna Magnani était née à Rome, qu'elle est romaine, alors que moi je suis née à Naples et je parle napolitain. Il m'a demandé de participer à un film. Je lui ai répondu que j'aime beaucoup les films, surtout ceux de Toto. Mais je ne sais pas jouer. Je suis concierge, moi. Je suis pas actrice. À ce moment-là, il m'a prise par la main, il m'a fait danser. J'ai failli tomber par terre et lui m'a regardé l'air sérieux. « Tu es la nouvelle Anna Magnani. » Ce jeune blond est étranger de la caboche jusqu'aux pieds. Parce qu'il est crétin et fou. Bien souvent, en hiver, je rencontre des touristes blonds, hommes et femmes, en chemise à manches courtes, et je m'arrête, perplexe et étonné. Je me dis, mais ces gens-là n'ont pas peur d'attraper un rhume? Mais que voulez-vous? Maintenant, je suis vieille. Je n'y comprends plus rien. Manadia avec Yaya et Vabour, maudite vieillesse.
Eh bien, si monsieur Amedeo est étranger comme il est italien, alors je vais commencer à me poser des questions pour moi-même. Hein. Si ça se trouve, un jour, on est pakistanaise. Qui vivra verra. Amedeo parle mieux italien que mon fils Gennaro. Et même mieux que le professeur de l'université de Rome, Antonio Marini. 5 ans ont passé. A dov'agge? Oh, et toi, tu vas où comme ça? Je vais au Niamassaro. Dis de ne pas claquer la porte. Je me suis senti coupable. J'ai juré sur la tête de San Gennaro que je serais aimable avec lui s'il revenait un jour. Vous devez savoir que monsieur Amedeo est le seul qui ne prend pas l'ascenseur dans cet immeuble, par respect de l'écriteau, parce qu'il a compris quel problème me retombe dessus chaque fois qu'il tombe en panne. Les malheurs de cet ascenseur n'en finissent pas. Il y a même quelqu'un qui pisse dedans en cachette. Et moi, je risque de perdre mon travail. On a fait plein de réunions pour tenter de résoudre ce problème. Et malheureusement, on n'a pas trouvé de solution. J'ai pensé appeler les gens de l'émission de télé Striscia la Notizia, qui s'occupent des problèmes des concitoyens et les résolvent vite. Et puis, j'ai changé d'avis pour ne pas nuire à la réputation de mon immeuble. À la fin, j'ai voulu faire comme James Bond et planquer une petite caméra dans l'ascenseur pour découvrir le coupable. Seulement, j'ai dû laisser tomber parce que c'est trop cher. Et puis, j'ai peur qu'on m'accuse de faire la moucharde et de me mêler de ce qui ne me regarde pas. Je parlais de monsieur Amedeo, n'est-ce pas? Au bout d'un certain temps, il est venu vivre chez Stefania. J'étais très, très contente. Cette vie est vraiment injuste. Mais dites-moi un peu, Stefania Massaro mérite un gars aussi élégant que monsieur Amedeo? Cette petite pisseuse ne peut pas me voir, à croire que j'ai tué son père et sa mère. Moi non plus, je peux pas la voir. Je fais tout pour pas la croiser. Comment oublier ce qu'elle manigançait quand elle était petite? Elle sonnait aux interphones et salopait les escaliers exprès pour que les autres habitants s'en prennent à moi. Combien de fois ils m'ont accusé de ne pas faire mon travail correctement? Elle a tout fait pour me faire chasser, mais elle n'a pas réussi. Moi, je n'ai pas peur de la méchanceté des autres. San Gennaro m'en protège. Autrement, pourquoi j'aurais appelé mon fils unique du nom du saint patron de Naples? Non, Amedeo n'a rien à voir avec ce crime. Je ne sais pas qui a tué Lorenzo Manfredini. Je l'ai trouvé bel et bien mort dans l'ascenseur, dans une mare de sang. Les gens de Piazza Vittorio ne pouvaient pas le voir, le gladiateur. Je suis sûr que la cause de tout ce bazar, c'est le chômage. Il y a beaucoup de jeunes en Italie qui ne trouvent pas un travail honnête. Alors ils sont forcés de voler pour un morceau de pain. Il faut chasser les travailleurs immigrés et mettre à leur place nos propres enfants. Cherchez le véritable assassin. Ah, je soupçonnerais bien son ami albanais. Je n'ai pas bien saisi quel type de lien ils ont, lui et monsieur Amedeo. Elisabetta Fabiani m'a dit qu'elle l'avait vu plusieurs fois l'Albanais boire et rire jusqu'aux larmes devant les touristes de Piazza Santa Maria Maggiore. J'ai essayé de conseiller à monsieur Amedeo de se tenir à distance de ce genre de voyou, mais il m'écoute pas. Pis encore, il lui a ouvert les portes de sa maison.
Et voilà le résultat devant vous. Moi, je dis que cet Albanais est le véritable assassin. Cet imbécile fait l'offenser quand je l'appelle Guaglio. Je ne sais pas comment il s'appelle. Et à Naples, on appelle les gens comme ça. Mais lui, il me répond avec des gros mots dans sa langue. Je me souviens plus exactement quel mot il emploie tout le temps. Mersa ou merci. En tout cas, l'important est que ce mot veut dire cazzo en albanais et sert à insulter les gens. Ce qui accroît mes soupçons, c'est qu'il ne connaît rien de son pays. Il a essayé plusieurs fois de me convaincre qu'il venait d'un autre pays que l'Albanie. Oh, il n'est pas le seul à renier son pays d'origine pour éviter l'expulsion immédiate, hein. La Philippine, Maria Cristina, me dit toujours qu'elle vient pas des Philippines, mais d'un autre pays dont je ne me souviens même pas du nom. Je ne comprends pas pourquoi la police tolère ces voyous. Et moi j'en connais, près de Piazza Vittorio. Vous connaissez Iqbal, le Pakistanais, le propriétaire de l'épicerie de Via la Marmora? Lui aussi, il renie son pays. Il dit toujours « Je hais le Pakistan ». Mais comment c'est possible de détester à ce point son pays? Je me souviens très bien d'Iqbal. Il déchargeait les marchandises au marché de Piazza Vittorio il y a quelques années. Et maintenant, c'est devenu un grand commerçant. Dites-moi un peu, comment il s'y est pris pour trouver tout cet argent, pour démarrer son activité? D'où il a tiré le fric pour acheter le magasin, la fourgonnette et avoir de la marchandise de l'étranger? Il n'y a pas d'autre explication. Cette canaille est un maquereau, ou bien un trafiquant de drogue. Alors, où passent les impôts qu'on paie à l'État? À quoi ils servent si c'est pas pour nous protéger de cette vermine? Pourquoi ils n'attrapent pas Iqbal et l'Albanais et tous les autres immigrés délinquants et ils les renvoient pas? Cette Philippine, je ne peux vraiment pas la voir parce qu'elle me provoque méchamment en permanence. Mon problème, c'est que ceux qui ne veulent rien faire me restent en travers de la gorge. Je me souviens encore quand elle est arrivée la première fois pour s'occuper de la vieille Rosa. Elle était maigre comme un manche à balai à cause de la faim. Eh oui, il y a encore beaucoup de gens en Afrique et au Brésil et dans d'autres parties du monde qui mangent dans les décharges publiques. Après quelques mois, elle s'est bien remplumée avec tout ce qu'elle mange. Et le temps qu'elle passe à dormir, elle ne sort de la maison qu'en cas d'urgence et n'accorde aucune importance à des problèmes comme les impôts, le loyer, les factures d'électricité, d'eau, de chauffage et tous les petits soucis de la vie quotidienne. Elle a tout gratis et elle fait comme si c'était la maîtresse de maison. Vous trouvez ça juste? Quel sens ça a, tout ça? Moi, vieille italienne, malade, je dois trimer, et elle, immigrée, jeune, et d'une santé débordante. Elle mange ce qu'elle veut. Elle dort tout son sou, comme une chatte gâtée. Je sais bien qu'elle n'a pas de permis de séjour. Mais je ne peux pas la dénoncer pour ne pas créer de problème à la famille de Rosa. Il pourrait se venger de moi sans y réfléchir à deux fois. Je suis convaincu que l'assassin de Lorenzo Manfredini est l'un des immigrés. Le gouvernement doit réagir fissa
Encore un peu et ils nous chasseront de notre propre pays. Il suffit que tu fasses un tour l'après-midi dans les jardins de Piazza Vittorio pour voir que la très grande majorité des gens est étrangère, qui vient du Maroc, qui de Roumanie, de Chine, d'Inde, de Pologne, du Sénégal, d'Albanie. Vivre avec eux est impossible. Ils ont des religions, des mœurs et des traditions différentes des nôtres. Dans leur pays, ils vivent dehors ou sous des tentes. Ils mangent avec les mains. Ils se déplacent sur des ânes et des chameaux et traitent les femmes comme des esclaves. Moi, je suis pas raciste, hein. Mais c'est ça la vérité. Bruno Vespa dit la même chose. Et puis, pourquoi ils viennent en Italie? Je ne comprends pas. On a plein de chômeurs. Mon fils Gennaro n'a pas de travail. Sans sa femme qui est couturière et sans mon aide permanente, il serait déjà en train de mendier devant l'église San Domenico Maggiore à Naples. S'il n'y a pas de travail pour les gens de ce pays, comment on fait pour accueillir tous ces désespérés? Chaque semaine, on voit des bateaux pleins de clandestins au journal télévisé. Ils apportent des maladies contagieuses comme la peste et le malaria. Emilio Fede le répète sans arrêt. Personne ne l'écoute. Moi, je dis que la criminalité a dépassé des bornes. Le mois dernier, Elisabetta Fabiani, la veuve du deuxième étage, a perdu son caniche Valentino. Comme tous les jours, elle l'avait emmené dans les jardins de Piazza Vittorio pour lui faire ses besoins. Elle s'est assise pour profiter du soleil. Puis quand elle a regardé autour d'elle, il n'y avait plus trace du chien. Elle m'a demandé de l'aide. Alors nous l'avons cherché à l'intérieur et à l'extérieur des jardins, mais rien. Elisabetta a beaucoup pleuré, si bien que tout le monde a cru que son fils Alberto était mort. Je lui ai dit que la disparition de Valentino éveille bien des soupçons. Je ne dispose pas de preuves formelles, mais ce que j'ai sous le coude plaide en faveur de l'hypothèse de l'enlèvement. Primo, ces dernières années, beaucoup de restaurants chinois se sont ouverts Piazza Vittorio et dans le quartier. Deuxièmement, les jardins de Piazza Vittorio sont les endroits préférés des petits Chinois pour jouer. Tertio, on m'a dit que les Chinois mangent de la viande de chat et de chien. Après ce que je viens de vous dire, il n'y a plus de doute que les Chinois ont enlevé ce pauvre Valentino. Ils se le sont mangé. Monsieur Amedeo est innocent. Prenez son ami albanais. Interrogez-le bien comme il faut, et vous verrez qu'il s'effondrera et avouera tout. Je l'ai pris en flagrant délit plusieurs fois alors qu'il essayait de casser l'ascenseur. Je l'ai vu monter et descendre sans raison. Monter au dernier étage, puis redescendre au rez-de-chaussée. Je l'ai bien observé, jusqu'à être sûr qu'il était coupable. Avant de prévenir la police, j'en ai parlé avec monsieur Amedeo pour éviter des complications. C'est l'Albanais, le véritable assassin, j'en mets ma main au feu. Ça serait juste que monsieur Amedeo paye à la place de quelques émigrés. C'est juste d'accuser un bon citoyen italien d'un crime qu'il n'a pas commis. San Gena, Pienza, Sechu. Non, ça va pas du tout.
San Pienzace tu, San Gennaro, nous nous en remettons à toi. Pourquoi insistez-vous? Je vous ai dit qu'Amedeo est un authentique Italien. Je lui ai demandé plus personnellement, plusieurs fois, de me dire d'où il vient, de parler de ses parents, de sa famille, de son lieu de naissance, et d'autres choses dont je ne me souviens plus. Il m'a toujours répondu la même chose. Du Sud. Je n'ai pas voulu l'embêter avec d'autres questions pour obtenir plus de détails. Je me suis dit, qui c'est? Il doit être sicilien, calabrais ou des Pouilles. Bon, il n'y a pas de différence entre Catane et Naples, entre Bari et Potenza. On vient tous du Sud. Quel mal ça fait? Au final, nous sommes tous Italiens. Rome est la ville où arrivent des gens de partout. Facite me piacere, ohé! Faites-moi le plaisir de ne pas accuser Amedeo d'être un immigré, hein? Nous autres Italiens, nous sommes comme ça. Dans les moments difficiles, nous ne nous faisons pas confiance les uns aux autres au lieu de s'entraider. On fait tout pour se faire du mal. Sommes-nous un peuple qui a la trahison dans le sang? Pendant la Seconde Guerre mondiale, nous avons combattu avec les Allemands, puis nous nous sommes retournés contre eux, et nous nous sommes alliés aux Américains. Je me souviens encore des soldats américains dans les rues de Naples. J'étais une belle fille et tous les gars me voulaient. On va s'arrêter là avec Benedetta et nous retrouver demain soir, chers amis. Bonne nuit. Rachida Monsef, prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Monsef. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Souber Ketani. Prête-moi ta plume. I gave up on my friends, my girls from out of town. Bought her what she wanted, yet she let me down. When she saw me crying, she said I had no heart. When my heart was bleeding, she turned around and laughed. Girls don't cry for Louis. Louis wouldn't cry for you. When you walk the streets for Louis, you better do what Louis tells you to. I met Louis on a hazy morning when the bars were closing down. He said, honey, I really like your prancing. You and I will burn this town. This woman, sir, misled me, hurt me in my pride. Who are you to judge me? Who are you to take her side? She cheated on me, mister, told me nothing but lies. I just had to teach her not to overstep the line. Girls, don't cry over Louis. He wouldn't waste a tear on you. When you walk the streets for Louis, you ain't walking down no avenue.
قدرت عنه الويت كيف سهل ويفرق ما قدرت عنه الويت كيف سهل ويفرق ما قدرت عنه Prête-moi ta plume. بسم الله بديت مولانا بغيت نبرح بسم الله بديت مولانا بغيت نبرح تكلم يا فمي واسمعي يا وذني أشوف فيه يا عيني وتمشاو رجلي صلاة على يا محمد الهاشمي الله يا ربي والإسلام ديني الله يا ربي والإسلام ديني الكعبة قبلتي والصلاة فرقاتي يلي شافوا ماتوا يا المغرور براسو كدير معاه مولاك يلي مفرط في دينو صلاة على يا محمد الهاشمي